Retour sur le plateau et qu'il en soit. Deuxième partie, c'est le début du journal, toujours en compagnie de Maître Sophie Tchemani et Poleyoum. Est-ce qu'on peut dire comme ça que le littoral commence à subir aussi cette guerre? Le littoral subit les affres de cette guerre depuis le début, tout simplement parce que, premièrement, il y a les déplacés. Vous savez que dans le Voyer, il y a le quartier Bonabéry qui est assailli de tous les déplacés qu'il y a eu depuis le début de cette crise. Deuxièmement, ce n'est pas la première fois. Il y a eu des attaques il y a 2 ans à Penamboko, par exemple, qui est toujours dans le littoral. Et le littoral est une des régions frontalières avec le sud-ouest, qui est une des zones de cette crise. Donc, ce n'est pas une surprise. Voir aujourd'hui qu'il y a des actes comme cela dans ces zones limitrophes entre le sud-ouest et le littoral, ce n'est point surprenant du point de vue géographique. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'interroger maintenant sur le déplacement du nord-ouest pour le littoral des actes de séparatistes. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus en capacité de pouvoir mettre le désordre dans le sud-ouest et qu'ils essaient de se rabattre du côté du littoral? Point d'interrogation. Est-ce que c'est parce qu'ils estiment qu'ils veulent aller au-delà des régions qu'ils revendiquent comme celles pour lesquelles ils veulent le séparatisme? Point d'interrogation. Qu'à cela ne tienne, l'armée a le devoir et l'obligation de sauvegarder le territoire national, de préserver la paix et de jouer son rôle de maintien de l'ordre. Et je crois que l'armée n'est pas débordée, puisque l'armée jusqu'à présent a prouvé que nous n'avons pas encore perdu un seul centimètre de notre territoire. Pour ma part, ce qui concerne le littoral, je voudrais dire que les populations du littoral savent qu'aujourd'hui, nous avons nos frères anglophones qui sont déplacés pour venir ici. Mais nous devons identifier les déplacés. Nous devons les connaître dans nos quartiers. Parce que si nous voyons des personnes suspectes que nous ne connaissons pas, nous devons immédiatement informer les autorités administratives, parce que des personnes peuvent débarquer un matin, nous ne connaissons pas qui sont ces personnes, et elles se baladent, on retrouve des engins explosifs comme ça a été le cas à Yaoundé, ça a été le cas récemment à Bipanda. Donc nous devons tous être vigilants, et c'est là où vous vous rendez compte qu'à l'époque le Cameroun avait un service social qui était un service social qui faisait vraiment son travail. C'était facile de connaître qui habite quelle maison, quel est le rôle du chef de bloc, le rôle du chef de quartier. Donc tous ces agents de l'administration territoriale, ils doivent jouer leur rôle, y compris les élus locaux, les conseillers municipaux, les maires, pour pouvoir veiller à ce que au sein de la population, qu'on sache qui est qui fait quoi, qui est réellement réfugié, qui est camerounais, qui ne l'est pas, afin de pouvoir réduire au maximum ce genre d'attaque dans la région du littoral, notamment celle de Bipanda. Pour la zone frontalière, moi je fais confiance à l'armée. Je sais que l'armée camerounaise saura réagir pour pouvoir faire en sorte que ce conflit ne bascule pas aussi dans le littoral. Omer Seda, la peur commence à gagner certaines populations du littoral. Évidemment, ces gens autour, nous sommes des bantous. Lorsque vous avez une plaie au pied, il va de soi que tout le corps soit affecté. C'est justement pour cette raison que nous nous fatiguerons de dire ou de rappeler que cette guerre du Nozo, véritablement, a des séquelles qui s'étendent à travers tout le pays. Et raison pour laquelle les populations du littoral, qui, par hospitalité, devraient pouvoir accueillir des concitoyens, des frères venus du Nozo et du Sud-Ouest, se trouvent dans l'embarras. Parce que tout citoyen est susceptible de suspicion. Nous n'avons pas des éléments probants pour pouvoir identifier qui est le potentiel fauteur de troubles. Toujours est-il que M. Youmla s'y vient dit, nous appelons à la vigilance des populations, nous appelons à la vigilance des forces de l'ordre pour pouvoir véritablement endiguer ce fléau, parce que c'en est un. Si déjà depuis 4 ans, nous n'arrivons pas à trouver des solutions, cela voudrait dire que nous ne pouvons pas avoir le sommeil profond tant que cette page n'est pas tournée. Et imaginez-vous, à tout moment, dans nos quartiers, dans les moindres déplacements, nous sommes susceptibles d'être attaqués. Mais Dieu merci, nous pensons que les dieux du Mont Cameroun sont avec nous. Dans les dieux du Mont Cameroun sont avec vous. Bien entendu. Voilà. Que pouvons-nous dire d'autre, M. Sergent autour, comme pour dire que ce n'est pas avec un sourire qu'on devrait pouvoir aborder un sujet pareil, mais c'est pour dire simplement que cet optimisme devrait habiter chacun de nous, parce que même ceux-là qui ont pris les armes sont des concitoyens. Il faudrait simplement
que nous puissions, dans une palabre des Bantous, nous asseoir autour d'une même table pour trouver des solutions à même de nous permettre de tourner cette page noire de notre histoire. Maître, il y a quelques semaines, quelques mois, on va dire, c'était Yaoundé, et il y a quelques jours, Douala, du côté de Bépanda, dans le 5e arrondissement, la menace est là, et ces images qui nous viennent du département du Mongo, vous êtes définitivement convaincu que on vit avec la menace à Douala déjà? Oui, c'est Jalin, vraiment, ça craint. Ça craint franchement, et on vit avec la peur autour de soi. Nous avons les enfants qui vont à l'école, nous ne savons pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. Nous sortons, nous sommes tout le temps dans les milieux publics, dans les marchés et autres, dans les supermarchés. De quel côté cela arrivera? Peut-être qu'ils se disent, si nous étions déjà infiltrés dans ces zones francophones, peut-être les choses changeraient. Et maintenant, comment ont-ils fait pour se retrouver dans ces zones? Est-ce que les services de sécurité ne font pas effectivement leur travail? Comment ont-ils pu se déplacer de ces différentes zones jusqu'ici sans être inquiétés? Est-ce qu'on contrôle effectivement les véhicules? Comment ont-ils fait pour transporter avec eux l'arsenal qu'ils utilisent pour fabriquer tous ces explosifs? Voilà. Comment ont-ils fait pour acquérir ces engins-là? Comment ont-ils fait pour arriver ici? Comment peuvent-ils, dans un milieu public, nous avons vu où on a désamorcé le reste des bombes, il y avait des familles tout autour. C'est comme si c'était même un camp. Il y avait des gens qui vivent à côté. Donc, comme le disait Paul Eyoum, vraiment, nous tous, nous devons être très, très vigilants. C'est vrai que nous faisons encore confiance à nos forces de sécurité, aux forces de l'ordre, mais vraiment, cela interpelle tout le monde et à tout moment, ça peut... Non, ne dites pas encore. Nous faisons confiance. Oui, nous faisons confiance. Oui, voilà. Nous faisons confiance à nos forces de sécurité et vivement, soyons vigilants. Dénonçons ceux qui semblent suspects pour nous et ce sera bien pour la sécurité de tous. Voilà. Mais ça craint. Voilà. Elie Tchobma, le risque, il est là. Alors, disons, Serge Alain, ça fait 4 ans. Oui. Au début, nous avons eu nos frères mécontents qui étaient fâchés parce que marginalisés. Ils n'ont pas été écoutés. Et parmi les mécontents, il y a eu des séparatistes. Vous savez, au début d'un conflit, c'était un conflit. Et dans un conflit, il y a plusieurs possibilités de le résoudre. Nous avons cru, nous au Cameroun, que par la force, c'est un des moyens de résolution de conflits. En quelques semaines, ça pouvait être fait. Ce qui n'a pas été le cas. On a eu donc des séparatistes et on a tenté le dialogue. Le dialogue n'a pas donné et entre-temps, entre les mécontents et les séparatistes, se sont installés des brigands. Ce qui arrive aujourd'hui dans nos contrées, que ce soit dans le littoral, je reste fort convaincu que dans notre contexte, c'est des brigands qui essaient de foutre la terreur pour essayer de ramasser tout ce qu'ils peuvent trouver. Quant à ce qui concerne la guerre, je reste aussi convaincu que pour le nombre de nos patriotes, des forces militaires qui sont morts, ils se sont battus et ils tiennent encore l'unité de ce pays. Il ne nous reste plus qu'un chemin sèche après le dialogue. C'est la négociation. Parce que j'entends tous les jours ici, il faut faire un nouveau dialogue. C'est des termes qui s'utilisent à chaque étape. Aujourd'hui, on doit négocier. Négocier veut tout simplement dire que tout le monde doit être sur la table. Quel qu'il soit, essayer de donner son avis et sur la base duquel nous pouvons tenter de nous en sortir. Parce que plus le temps passe, plus on va augmenter le nombre de brigands compte tenu de l'environnement économique et des difficultés que nous vivons. Il est temps de négocier. Par conséquent, je crois que tout ce qui arrive aujourd'hui, il faut bien s'y attendre. Ce d'autant plus que lorsqu'on voit dans le Mungo, on parle d'une chefferie sauvagement attaquée.
Et quand on peut savoir que d'actualité aujourd'hui depuis quelque temps, le respect de notre chefferie, nos sanctuaires sont en difficulté de par les considérations politiques. J'ai cru entendre, pour beaucoup sur vos plateaux ou partout ailleurs, dire les chefs sont des auxiliaires. C'est un mot français qui est simple. Qu'est-ce qu'un auxiliaire en fait? Un auxiliaire, c'est quelqu'un qui aide par son concours sans être indispensable. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun lien de subordination entre nos chefferies traditionnelles et l'autorité de l'État. Il n'y a pas de problème. Par ailleurs, on précise bien qu'il rend compte. Le rôle d'un chef, rendre compte, c'est écouter ses populations et transmettre les désirata des populations à l'autorité compétente et retourner avec ce qu'il aura écouté. C'est bien qu'il faudra au sortir de tout ceci tenter de toiletter nos textes, parce que dans cet arrêté-là, il existe un propos ou bien un terme qui parle de destitution. Alors qu'en fait, un des articles de cet arrêté précise que l'État entérine le choix de la population. Voilà. Comment est-ce qu'on destitue quelqu'un qui a été choisi par d'autres? Voilà des choses qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que la paix existe dans ce pays. Quand on commence à brûler, et ce n'est pas le premier cas, la dernière fois quand le Premier ministre descendait dans le sud-ouest, c'était encore un chef qui était menacé. Quand nos chefs commencent, c'est le pire qui s'annonce. Donc moi je crois... Sa résidence même a été brûlée avant sa nomination. D'abord, le Premier ministre était un grand chef du village. Donc je crois que quand nos valeurs, quand nos sanctuaires commencent à être brûlés, je crois qu'il est temps de croire aussi qu'à certaines valeurs, quand elles sont touchées, il faut voir les choses autrement. Voilà, justement, on va terminer avec la question que je posais à Elie Tchebma avant le 20h de Cédric Doufélé. Comment faire pour éviter que Bamenda Moura ne ressemble à Buea hier? C'est à moi qu'on Omer Seda, oui, allez-y. Très bien, M. Sergeant. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence pour éviter le spectacle que Buea a livré hier? Je crois que dans l'urgence, le responsable en chef du devenir de la sécurité de tous les Camerounais, c'est-à-dire le président de la République, doit pouvoir prendre la hauteur de la situation à travers une décision. Vous avez parlé de sanctions, c'est ça? Bien entendu. Mais des responsables qui ont le été responsable appelés du coordonnateur général ou bien le responsable de Buea? Le responsable de Buea. Pourquoi pas, M. Sergeant Auton? Mais je pense que dans une institution, si déjà vous avez la responsabilité d'assurer vous avez la bienveillance. Il y a un manquement dans sa part? Quel que soit le cas, s'il y a une quelconque manifestation de mal-vivre et d'un malaise, ça veut dire qu'il y a un manquement. Et nous sommes habitués dans ce pays, et c'est là peut-être notre malheur, à toujours reconduire des malaises après malaises sans pouvoir véritablement voir une sanction de chef. Je pense qu'une main frappée sur la table pourra interpeller la conscience de tous ceux qui ont la responsabilité de piloter des structures gouvernementales qui œuvrent pour la paix dans le Nozo. Mais je voudrais dire, comme votre question l'indique si bien, la condition sine qua non pour que la paix, pour que ce qui s'est passé à Buea n'advienne pas à Bamenda. Qu'il n'y ait pas un effet domino, de contagion. Exactement. Et pourquoi pas à travers tout le pays? Et c'est simplement aussi qu'il faudrait comprendre que notre devise avait toute sa raison d'être. Le premier mot, c'est la paix. Il faudrait véritablement que tous les acteurs sociaux, que tous les acteurs politiques travaillent dans ce sens. Nous autres, qui avons la responsabilité d'encadrer les jeunes, devons briller par la multiplication des efforts dans le cadre de l'éducation au patriotisme, l'éducation à la citoyenneté. Et les acteurs politiques doivent, comme je ne manquerai de le dire, de le signaler, à un moment donné, taire leur querelle pour comprendre les grands enjeux de l'insécurité, puisque quand un tombe à Buea, quand un tombe à Bamenda,
il ne s'agit forcément pas d'un quelconque membre d'un parti politique, il s'agit d'un citoyen quelconque, d'un citoyen lambda. Et l'avenir du pays est assez important pour que nous le placions dans des dissensions, dans des querelles politiques. Et le premier des responsables, comme je l'ai dit, M. Biya, doit comprendre ce soir que ces enfants pleurent et ces enfants ont soif, ces enfants ont faim de cette paix. Il dit être le mendiant de la paix, nous mendions en retour cette paix. Et cette paix que nous mendions doit être une paix effective. Elle ne doit pas être du bluff, parce que si après 4 ans, nous avons chanté paix matin, midi, soir, nous en sommes là encore à ne pas pouvoir recadrer, à ne pas pouvoir réinsérer 132 jeunes qui ont choisi de quitter la brousse. Ça veut dire que cette paix est encore à interroger. Voilà, maître Djemeni, comment faire pour éviter l'effet domino? Oui, Serge, alors commençons déjà par dire que les gars se sont plaints de leur situation dans ces centres. Ils se sont plaints de la vie qu'ils y mènent. On aurait dit qu'ils étaient plus à l'aise en forêt que dans ces centres. Ce qui est une curiosité, ça veut dire qu'il faut chercher à comprendre comment y vivent-ils, comment peuvent-ils espérer être mieux en brousse que dans ces centres aménagés. Et pourtant, l'État a mis d'énormes fonds à la disposition de ces centres pour les moderniser. Ils se plaignent de ce qu'au départ, on leur avait promis que dans 6-7 mois, ils seraient réintégrés, ils seraient socialement. Ils sont à 2 ans, qui a 2 ans et demi et plus, et qui y sont toujours. Ça veut donc dire quoi? Qu'il est urgent qu'on mette dans une démobilisation tous les éléments qui vont avec. Qu'est-ce qu'il faut pour les démobiliser? Qu'est-ce qu'il faut pour éviter que les gars se radicalisent? Donc il faut commencer par là. Les mettre à l'aise, les nourrir, les soigner, leur donner une éducation morale, une éducation à la citoyenneté, les former dans des professions. Les amener, c'est prévu. Oui, les amener donc il ne faut pas que ce soit seulement sur du papier. Il faut que ce soit effectif sur le terrain. Il faut qu'on amène ces gars à mettre une croix sur leur passé et à ouvrir les portes du futur. Qu'ils se disent que non, nous sommes prêts pour demain, nous sommes contents d'entrer dans une vie professionnelle. Mais s'ils doivent penser plutôt qu'il serait mieux de vivre en brousse avec les rats et les animaux, alors il y a un problème. Donc il est urgent qu'on mette dans le mot démobilisation tout ce qui va avec. Et je crois que les choses, et il faut éviter que la contamination se fasse. Oui. Parce que peut-être ailleurs ça bouillonne un tout petit peu, mais on fait encore avec. Il suffit qu'un commence, ça devient comme une étincelle, un commence et puis ça s'embrasse directement, tout le monde prend. Donc il faut éviter qu'on en arrive là et qu'on évite que les choses ne soient que sur du papier, que ce soit effectif, qu'on forme ces gars à des professions, qu'ils soient contents d'embrasser le futur et qu'ils mettent une fois pour toutes une croix à leur passé. Lorsqu'on les entend, ils n'ont pas mis la croix. Au contraire, ils veulent même plutôt mettre la croix sur le futur et rentrer. Donc ils ne veulent même pas de perspective possible. Et s'il n'y a pas de futur pour eux, ces gens de personnes pensent plutôt qu'il ne doit avoir de futur pour personne. Déjà qu'ils n'ont plus rien à perdre, ils ont tout perdu. Raison pour laquelle nous devons craindre qu'ils arrivent déjà autour de nous. Et c'est pourquoi nous avons peur tous les jours quand nous vivons. Nous ne savons plus avec qui nous sommes. Nous voyons par exemple, quand nous nous déplaçons, quand nous voyageons, les forces de l'ordre qui sont en chemin, qui sont chargées de la sécurité, ils ne vérifient pas forcément le véhicule. On ne regarde pas les soutes, on ne regarde pas ce qu'on transporte sous l'effet de quelques piécettes ou alors d'un petit billet. Des piécettes? Si 500 francs égale 5 pièces de 100 francs, par exemple, ce sont des piécettes. Si pour des piécettes, si pour un maigre billet, on doit exposer tout le monde, parce que ça passe par les routes pour arriver ici, comment font-ils? Donc il faut vraiment qu'on ait peur et que tout le monde, nous devons être tous sensibilisés. Franchement, nous devons être tous sensibilisés pour éviter que le pire n'arrive. Et je crois que c'est la pauvreté qui est à l'origine de tout ça. La famine fait que pour un rien, pour un petit rien du tout, tu préfères laisser l'autre passer. Tu préfères laisser le mal s'entériner.
J'ai écouté l'autre jour, non c'était hier matin déjà, où on disait qu'il y a un Européen qui est arrivé chez nous, il arrive à l'aéroport, ayant fait son test de Covid de l'autre côté, je préfère ne pas citer le pays, il fait son test de Covid de l'autre côté, il arrive à l'aéroport ici, il doit encore repasser le test, mais il sort un billet claquant, il remet à la dame qui s'en occupe, et il passe et on lui dit son test est négatif, alors qu'on ne l'a pas prélevé. Vous pouvez vous en rendre compte. Imaginez qu'il soit effectivement malade. Imaginez qu'il soit effectivement malade. Donc, je veux dire, on doit conscientiser tout le monde et je crois que c'est la pauvreté. Nous avons une pauvreté financière et mentale et il faut que ça change. Ok. Paul Youm, justement, comment éviter que ce qui s'est passé à Buea ne se produise dans les autres centres? Pour l'éviter de manière très simple, c'est de mettre ceux qui sont à Buea dans les conditions optimales. Oui. C'est ce que demande le directeur du centre. Oui, quand on les met dans les conditions optimales. Parce que s'ils ont décidé de revenir à la République leur doit aussi ce service. Ceux qui sont à Bamenda et qui sont à Mora ne doivent pas être comme des privilégiés parce que ça va encore créer un sentiment de stigmatisation, un sentiment qui sont lésés. Ils ont un sentiment d'être lésés. Il faudrait qu'on essaie de calmer la situation, qu'on essaie d'apporter les réponses. Si peut-être la réponse est pas au niveau du directeur, ça peut être au niveau du coordonnateur national, Francis, ça peut être au niveau du gouverneur, ça peut être au niveau du ministre, même jusqu'à la présidence. Que ceux qui ont en charge la responsabilité de ces individus fassent bien le travail. Et je voudrais dire aux Camerounais qui nous écoutent, du chef de l'État jusqu'au plus petit citoyen, jusqu'à l'enfant qui est en train d'être à 5 minutes, il y a un mot en anglais, fatherland. Fatherland, fatherland. Ça veut dire en français la patrie, la patrie, la patrie. Quand au Cameroun, nous allons nous rappeler comme à l'époque du président Idjo, moi je n'ai pas vécu, mais ceux qui ont vécu le disent tout le temps, ceux qui ont vécu le disent tout le temps, quand nous allons nous rappeler de ce que c'est que le sens de ce mot la patrie, ce que c'est que son pays, je vous assure, monsieur Otto, nous n'avons pas besoin d'attendre que le président de la République prenne des directives. Nous-mêmes, nous allons nous comporter, prendre les décisions, chacun à sa place, là où il est assis, agir pour le bien du Cameroun, pour le bien de la patrie. Parce que nous tous qui sommes, nous n'avons pas demandé à être Camerounais. Le destin a voulu que nous soyons Camerounais. Et moi, je dis toujours, le Cameroun est le meilleur pays sur Terre. Malgré toutes ces bizarreries, le Cameroun est le meilleur pays sur Terre. Et nous devons préserver les acquis, nous ne devons pas le détruire. Et c'est pourquoi ceux qui ont la responsabilité de diriger ce pays doivent toujours se rappeler qu'ils ont reçu un héritage. Et ils doivent préserver cet héritage pour que nous autres, quand nous viendrons aux affaires, nous continuons à travailler pour la prospérité. Qu'on retire cette mentalité au Cameroun, dès que nous sommes assis en poste, on pense qu'après nous tout doit disparaître. Vos confrères l'ont fait à Japoma, c'était pas au gouvernement, où des journalistes sont arrivés, ils ont pris les micros, c'est ça la mentalité. C'est qu'on pense que ce sont les journalistes qui ont fait ça, monsieur. Et il n'y a que les journalistes. Est-ce qu'il n'y a que les journalistes qui ont accès à cette salle? Moi, je n'ai pas accès là-bas.